Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Nous sommes au salon Vivatech, le grand rendez-vous des startups, et on va justement parler de souveraineté dans le domaine du numérique avec mes invités. Bonjour à tous. Alors, je commence par vous, Antenaïs Oslati. Vous êtes PDG de Ondbo. Vous travaillez sur toutes les problématiques d'IA et on verra que vous travaillez notamment pour l'État. Frédéric Safroy, vous êtes associé chez Alerion Avocat. Vous défendez la BITD française, la base industrielle et technologique de défense. Louis Vildé, vous êtes président de l'AFIAS, c'est l'Alliance française dans le secteur de l'IA, du chiffrement des télécoms et des supercalculateurs. Et vous, Philippe Noton, vous êtes PDG de Seapearl, donc vous êtes peut-être demain le grand concurrent d'Intel, de Nvidia, pour qu'enfin il y ait une puce, une super puce qui soit française, voire européenne. Donc bienvenue à tous. Je voudrais d'abord commencer par tout simplement vous demander votre propre définition de ce qu'est la souveraineté dans le domaine cyberdéfense, cybersécurité. Je commence par vous. Alors la souveraineté, c'est pas le repli, c'est la capacité à pouvoir choisir avec qui on travaille, sur quel modèle, à partir de quelles données, sans contrainte externe. Et ça, c'est important. Frédéric Safroy. Pour moi, la souveraineté, c'est la possibilité de pouvoir utiliser ses outils, ses moyens, son matériel, sans avoir à demander l'autorisation à un État étranger. Très clair. Louis Vildé. C'est assez ça, c'est-à-dire être capable d'utiliser des outils technologiques au service de la défense et de la sécurité, sans avoir d'ingérence ou de besoin de demander l'autorisation à quiconque. Et Philippe Noton, votre définition? La souveraineté, c'est une indépendance totale, continuer à pouvoir utiliser nos outils numériques, quel que soit l'avis des pays tiers. Et alors, est-ce que aujourd'hui, Louis Vildé, je commence par vous, parce que vous avez un historique dans ce secteur, est-ce qu'on est souverain sur le point de vue de la cybersécurité et cyberdéfense? Malheureusement, non. D'accord. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Ouais. Le spectre est assez large. Quand on parle de la défense en général, nous avons des grandes infrastructures, des cycles très longs, bon, les porte-avions, l'aviation de combat, etc. Puis on avait des cycles beaucoup plus courts, l'algorithmie, pour être simple, les logiciels. Ce ne sont pas les mêmes approches, ce ne sont pas les mêmes rythmes. Et la France n'étant pas un pays en guerre, elle a moins d'intensité que d'autres pays qui sont plus agressés et donc qui investissent plus, qui sont plus concernés par ce sujet. C'est un peu le problème. Nous sommes bons dans le domaine des grands projets d'infrastructure en temps de paix et nous sommes malheureusement avec des lacunes dans les infrastructures courtes, donc en temps de guerre. C'est le problème que nous voyons aujourd'hui. Frédéric Safroy, vous qui défendez donc l'industrie de défense en général, est-ce que vous considérez qu'il y a un énorme retard dans la cyberdéfense, cybersécurité, qui fait que, comme le dit Louis Vildé, on n'est pas souverain? Alors, le retard, pour moi, n'est pas forcément technologique. On a les moyens technologiques, les capacités, les hommes, les femmes pour travailler sur ces questions-là. Pour moi, l'une des difficultés qu'on a au regard de la souveraineté, c'est effectivement le fait d'être dépendant pour des composants, pour des technologies, voire pour des logiciels de briques qui sont étrangères et qui sont sous contrôle d'États étrangers et qui peuvent à tout moment nous interdire d'utiliser ou nous contraindre ou restreindre l'utilisation, comme on l'a vu récemment dans le dossier Anthropic, où le gouvernement américain a décidé, a ordonné à Anthropic d'arrêter l'utilisation pour l'ensemble de ses clients dans le monde de l'IA. Exactement. Artificielle qui était le meilleur. Antenaïs Oslati, vous avez envie, vous, jeune entrepreneuse, création d'une start-up, de proposer un produit souverain pour la France en matière de cyberdéfense et cybersécurité. Effectivement, quand on parle de souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté des données ou technologiques, mais il faut surtout parler de souveraineté cognitive. C'est-à-dire derrière, qui pense les modèles ou la logique de raisonnement au sein des infrastructures. Et ça, c'est important. Et donc, chez Ondbo, c'est un laboratoire en IA. On a développé une architecture en interne qui permet cette traçabilité, cette explicabilité, certes, mais surtout de pouvoir, par exemple, être à la lame agnostique, c'est-à-dire de pouvoir utiliser la technologie que vous voulez au moment où vous voulez. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit quand on parle de souveraineté. C'est pas forcément la souveraineté, c'est pas de l'autonomie.
Ça, il faut le avoir à l'esprit. Ça veut dire avoir la possibilité de passer d'une technologie à une autre, si on le désire à un moment donné, ou d'une décision à une autre, sans dépendre, sans contrainte d'un gouvernement ou d'une technologie externe. Et ça, c'est important et on l'a vu notamment avec Palantir. Très concrètement, on va revenir à Palantir. Ce que vous proposez, c'est une couche, un algorithme qui empêche les IA traditionnels d'halluciner, donc de dire n'importe quoi. Donc évidemment, votre service est très important pour un service de renseignement de l'État ou de l'armée. Ça n'existait pas avant ? Alors, il y avait des modèles qui pouvaient exister, mais pas de cette puissance-là. Sur la fin d'année, par exemple 2025, on a été reconnu notamment par SGAI, donc Society Group Artificial Intelligence de Cambridge University, comme étant le premier mondial dans la précision, ce qu'on appelle le taux de rappel, la capacité à pouvoir remonter la bonne information au bon moment avec une traçabilité et zéro en termes de bruit, c'est-à-dire d'hallucination. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a l'enjeu de la bonne donnée au bon moment pour prendre la bonne décision en termes de stratégie. Mais il y a également autre chose qui se passe dans le domaine de la défense, mais également dans le domaine plus large industriel. C'est que l'IA aujourd'hui a une facture qui est coûteuse. Et quand on observe ça, c'est que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas un contrôle de vos IA en interne. Et qui contrôle vos IA en interne? C'est ceux qui vous la facturent. Et ça, c'est déjà un moteur ou un point d'alerte sur lequel les industries, que ce soit de la défense ou même du civil, doivent se porter en interne. Quelle est l'architecture que j'ai? De qui est-ce que je dépends? Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir passer d'un modèle à un autre, de données ou pas? Est-ce que j'ai du cloud? Nous, on fait principalement du on-prem ou du air-gap, c'est-à-dire c'est ce qui permet de sécuriser les données à l'intérieur de l'écosystème digital de nos clients. Et ça fait absolument toute la différence. Philippe Noton, donc vous, je disais que vous arrivez avec une méga puce, une super puce. Est-ce que c'est pas un peu en retard qu'on arrive? Alors, vous nous l'avez montré justement. Est-ce qu'on n'arrive pas en retard sur ces puces-là? En un mot, décrivez-nous l'importance d'abord de cette puce. Il n'y a pas de cybersécurité, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de calcul sans hardware, c'est-à-dire les puces électroniques, c'est pour voir là. Sur ce type de puce, on a investi plus de 230 millions d'euros pour la développer. Ça a une puissance de calcul qui est assez colossale, qui permet de faire du calcul scientifique, permet de faire de l'inférence, de l'agentique AI, et de protéger tout ce qui est cyber, parce que sur un système de cyberdéfense, c'est surtout protéger les accès réseau. Ça passe par ce type de composants. Ça va, par exemple, dans les missiles nucléaires, ça? C'est pas dimensionné pour ce type d'équipement, c'est plutôt dans un premier temps supercalcul et data center. Après, on pourra faire ce qu'on appelle de l'embarqué, effectivement, avec une version duale qu'on a annoncée. Pourquoi on n'arrive que maintenant, nous les Français, là-dessus? On n'arrive que maintenant parce qu'on est quelques startups en Europe à se battre pour faire ce type de composants, aller chercher l'argent, aller chercher les commandes publiques, parce que c'est clairement un secteur qui a été abandonné une quinzaine d'années. Qui a été abandonné? Qui a été abandonné volontairement par aux Américains. Aux Américains, et aux Chinois, ce qu'on voit moins parce qu'ils restent sur leur marché domestique. Mais nous, nos concurrents sur ce type de composants sont aujourd'hui essentiellement des composants américains qui ont des moyens différents, qui ont la techno, qui ont tout le système éducatif pour faire les ingénieurs qui vont là-dessus. C'est tout ce qu'il faut refaire en Europe. Il n'est pas trop tard, mais il faut vraiment pousser pour. Après, la production, c'est encore un autre sujet. D'accord. Mais vous avez investi rien qu'en recherche 230 millions. C'est recherche et développement pour la conception et envoyer la puce en production. De l'argent privé uniquement ou pas? Il y a eu l'État français, France 2030, French Tech Souveraineté, notre premier actionnaire. On a très très gros soutien de l'Europe à travers European Innovation Council. Tout le reste, c'est du privé, Arm, Bull, un investisseur taïwanais également. Alors Louis Vildé, vous qui avez un regard, un recul historique sur la manière dont la France a loupé beaucoup de trains sur cette technologie, comment vous regardez justement l'émergence d'une entreprise comme celle de SeaPearl? Alors, en premier lieu, j'en suis très heureux. Je suis ravi de savoir qu'une initiative française émerge. La France a effectivement raté un certain nombre de trains, l'informatique décentralisée dans les années 90, les réseaux de télécommunications sensibles, évidemment l'Internet, voilà, le cloud, les data centers et maintenant l'IA. Bon, ceci étant, moi, je suis un optimiste et à chaque fois qu'on rate un train, en fait, les ruptures technologiques sont exploitables, pas forcément immédiatement, mais un peu plus tard. Donc aujourd'hui, toutes ces valeurs qu'on a ratées, on peut, grâce aux ruptures technologiques, notamment l'IA, les rattraper. Donc c'est une grande chance. C'est-à-dire ces erreurs sont rattrapables, mais ça se produit tous les 5 à 10 ans. Donc là, on a une chance historique de rattraper. Cette puce
qui est une initiative poussée depuis de très nombreuses années. Moi, j'ai connu Bull, je ne dirai même pas la date, mais j'ai connu tous les... Honeywell Bull. Ça s'appelait Honeywell Bull. J'ai connu quasiment tous les présidents, dont le dernier. Et j'ai participé à la défense des systèmes Bull au sein de l'administration française. Ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de savoir qu'il existe des puces françaises qui vont pouvoir porter une compétition au bénéfice de notre souveraineté technologique. Concrètement, Philippe Noton, on en est où? On en est où? Ça a été 5 ans de développement pour le premier modèle. La Ouais. puce qui est arrivée d'usine de production il y a quelques semaines. On est en cours de test pour la déployer fin de cette année, début de l'année prochaine. On démarre par le plus gros superconducteur européen qui s'appelle Jupiter, qui est en Allemagne à Aix-la-Chapelle. D'accord. La production, Taïwan, TSMC? Taïwan est incontournable. Je D'accord. dirais, on est sur un niveau de process et d'intégration qui aujourd'hui ne peut pas être satisfait en Europe. Donc dans notre cas, c'est Taïwan. Frédéric Safroy, vous qui défendez la base industrielle et technologique de défense en France, c'est une question d'argent ou c'est une question de volonté politique? Ou les deux? Les deux. Ouais. Les deux, il y a effectivement le point important de l'argent, c'est-à-dire que de pouvoir mobiliser au niveau français, bien sûr, mais surtout européen, des fonds importants, des investisseurs, des établissements financiers. Dans le domaine de la défense, on sait que c'est très récent, puisque c'était mal vu d'investir et de financer la défense, ce qui est un non-sens quand on a un ours cannibale à sa porte. Donc ça, c'est le premier aspect. Là où les Américains peuvent mobiliser des milliards de dollars, il faut qu'on dépasse les centaines de millions d'euros. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la volonté politique, effectivement, la possibilité de pouvoir agir à long terme. On a aujourd'hui, malheureusement, des décisions qui sont faites à court terme. On peut regretter, par exemple, l'exemple de l'échec du SCAF entre la France et Donc, c'est l'Allemagne. l'avion de chasse. Voilà, l'avion de chasse combat. du futur, qui devait être un développement européen et qui échoue pour des raisons politiques et un Développement petit peu Paris, industrielles. Berlin et Madrid. Exactement. Donc ça ne sera pas. 3 pays. Sur Voilà. l'avion, peut-être que sur d'autres aspects, il faut espérer cloud, que ça se fasse, ça Ouais. continue. Donc ça, c'est un point important. L'aspect qui doit être bien gardé en tête, et c'est un point qui a été soulevé, c'est les différents endroits d'où proviennent les matériaux, les technologies, où on va fabriquer, les moyens qui vont être utilisés pour la fabrication, parce que dans ces cas-là, il peut y avoir la possibilité pour des États étrangers de bloquer l'accès à certaines technologies, même de fabrication. Et donc c'est là où le droit extraterritorial, par exemple des États-Unis, mais désormais aussi de la Chine, doit être observé et contrôlé avec soin. Donc Philippe Noton, vous devez protéger votre entreprise Sipper. C'est un rêve totalement utopique d'imaginer une base de production en Europe ou pas? Déjà, le premier point, c'est que la chaîne du semi-conducteur est complètement mondialisée. Oui. Vous avez des acteurs en France comme Air Liquide qui sont utilisés partout dans le monde, ASML en Hollande, ça fait partie de l'élément. Mais avoir déjà une usine capable de produire ce type de puce en Europe, on en est très très loin aujourd'hui. Il n'y a pas le volume, il n'y a pas la demande pour remplir une usine. Et après, si vous descendez dans la chaîne, en termes de terres rares, gaz, il y a par exemple dans le détroit d'Ormuz, là, il y a c'est l'argon, voilà, qui est bloqué, ça peut des soucis. Donc c'est un effort global qui, à mon sens, les Chinois vont être le premier à résoudre l'équation. C'est-à-dire, les Chinois seront les premiers clairement indépendants. Mais c'est un investissement depuis des années en termes rares. Ce qu'on appelle en Europe, on a le Chips Act qui permet de financer tout ça. Les Chinois, leur premier Chips Act, c'était il y a une vingtaine d'années. C'était 150 milliards. En dollars de l'époque. Ouais. Ils nous ont pas attendus pour anticiper tout ça. Ils donnent du temps au temps. Quoi. Alors, Antenaïs Oslati, qu'est-ce que vous avez identifié comme risque et comme menace pour déployer vos technologies demain au service de la souveraineté de la cyberdéfense et cybersécurité? Alors le premier risque, c'est un peu ce qui a été évoqué, c'est que les politiques acceptent d'utiliser avant tout des technologies européennes. Alors pour les administrations, qu'ils encouragent leur administration. Exactement, parce que on l'a vu, on est très bien aidé. Je fais aussi partie du plan France 2030 sur des financements en phase de démarrage, donc quand on est en recherche et de développement. Mais l'État ne doit pas être que le financeur, il doit aussi être le client. Et ça, c'est important. Il doit vous passer des commandes. Il doit aussi passer des commandes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que l'on voit en interne, c'est un manque, on va dire, d'acculturation à ces nouvelles technologies. Moi, j'entends beaucoup quand j'échange avec des directeurs, il faut mettre de l'IA, il faut changer l'infrastructure. Mais quand on leur demande
pourquoi ils doivent faire ça et comment est-ce qu'on va le faire, là, tout de suite, il y a plus personne. Et ça, c'est problématique. Donc, les enjeux, nous, qu'on a, c'est de les sensibiliser à ces nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'une IA frugale? Pourquoi ils ont besoin d'avoir de données qui soient traçables? Parce que l'enjeu, aujourd'hui, c'est qu'ils ont plein de superbes technologies, plein d'IA, sauf que quand on passe à l'échelle, ça devient fragile. Alors, vos besoins de financement, est-ce que demain, si un fonds américain ou autre arrive, est-ce que vous l'accepterez ou est-ce que... Comment vous ferez concrètement si vous n'avez pas les financements européens? Là, la prochaine étape, c'est avant tout de voir ce que l'on peut faire en Europe avec les Européens. Ça, c'est un vrai enjeu et je pense que je suis pas la seule à l'avoir. C'est où est-ce qu'on va chercher l'argent? Qui va être au capital? Qui va prendre les décisions? Parce que derrière, c'est pas d'où vient l'argent, mais c'est qui derrière va prendre les décisions. Mais dans votre tête, vous fermez la porte aux étrangers ou pas? Non, pas du tout. Il faut pas. Alors, ça ne se fera pas non plus sans les étrangers. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut surtout pas se replier. C'est la première chose que j'ai dit. La souveraineté, c'est pas le repli. Il va falloir travailler avec différents écosystèmes, avec le monde entier en bonne intelligence, tout en se protégeant à un moment donné. Si on nous retire des technologies, si à un moment donné, Taïwan dit j'arrête de produire ces métaux ou j'arrête de les vendre en Europe, il va falloir avoir une solution, un plan B. C'est ça la véritable souveraineté. C'est pas cette notion de dépendance. Louis Vildé, je voudrais maintenant qu'on parle de l'Europe. Qu'est-ce que je vois avec votre sourire que vous êtes dubitatif. Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'Europe? Est-ce qu'il y a une stratégie européenne? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est concrète? Est-ce qu'elle va pas assez vite? Quelle est votre position là-dessus? C'est compliqué. Pour l'instant, les résultats sont extrêmement décevants. Vous citiez les avions de combat avec l'échec des discussions. Sur les grands programmes européens, bien que un certain nombre de personnes essayent de faire une fédération européenne de défense, ça reste quand même un problème majeur. Vous voulez dire certaines personnes, des entrepreneurs ou des politiques? Des politiques, Les politiques se mobilisent, notamment au Parlement européen, pour essayer de faire avancer les choses, mais malheureusement, ça ne donne pas de résultats très concrets. Peut-être, c'est parce que nous avons de différentes cultures. La culture française a beaucoup de mal avec l'innovation, qui est considérée comme une désobéissance. Et ça, c'est un peu un problème. Vous avez des cultures différentes où l'innovation est bien vue. Dans notre pays, très structuré, où réfléchir, c'est un peu désobéir, où ce qui n'est pas écrit est proscrit, forcément, innover, c'est remettre en cause un ordre établi. Et on a un petit souci avec ça. Au niveau européen, il faudrait que toutes ces cultures arrivent à converger vers ce phénomène d'innovation qui n'est pas de la désobéissance. Philippe Noton, vous attendez quelque chose ou pas de l'Europe? Le projet Cypearl a démarré à Bruxelles. Ah, d'accord. Voilà, c'était là la vision de Bruxelles bien avant la problématique ukrainienne et US d'avoir ce type de technologie en Europe. Après le Chips Act, c'est l'Europe. Non, alors on est très content d'avoir la France à bord, comme dit notre premier investisseur. Oui, non, mais il y a un suivi, ça continue à faire des projets, mais ce qu'il y a, c'est la façon dont on voit Bruxelles, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais ça fait toujours plus 1. Voilà. Et Cypearl a démarré en 2019. Il y a une accélération sur les 2 dernières années qui est juste colossale. Ouais. Ça bouge. Au départ, quand on parlait de souveraineté, c'était un concept très français, très gaulien, pardon. Maintenant, c'est une vision globale. Les Européens achètent aux GAFAM, c'est-à-dire aux Américains. AWS, aux Américains, 300 milliards de techno par an. C'est 2 millions d'emplois. Il faut démarrer par là. Que cet argent reste en Europe, qu'on fasse tourner la machine européenne. On a les meilleurs ingénieurs, en fait. En plus, le rêve américain, il est quand même en train de s'estomper. Les ingénieurs veulent plus partir là-bas. On est bien mieux chez nous. Ils reviennent et la solution est là. Enfin, si. La solution, c'est une solution globalement européenne. Frédéric Safroy, on voit bien que la Commission souhaite créer un marché européen sur les technologies industrielles de défense. Donc, elle met un peu la main sur une compétence qui n'était pas forcément la sienne. Est-ce que sur la protection des entreprises européennes, il y a un travail réalisé d'ensemble, une vision d'ensemble? Alors oui, il y a surtout un changement de vision politique de l'Union européenne et de la Commission sur tout ce qui concerne les consolidations entre entreprises.
tout ce qu'on appelait le droit de la concurrence européen, qui était... Donc, ça autorise les mariages plus facilement. Exactement. Ouais. Et cette possibilité d'autoriser les mariages plus facilement permet de faire émerger des grands acteurs européens qui sont à même de pouvoir capter des financements et véritablement concurrencer des acteurs extra-européens. Auparavant, il fallait garder dans l'Europe 2-3 concurrents, ce qui en fait divisait et répartissait les moyens, les actions, etc. Donc là, il y a un changement de vision au sein de la Commission européenne qui est très précieux, mais qui doit prendre le temps d'être mis en œuvre. Et puis deuxièmement, ce qu'évoquait Philippe, la Commission a annoncé très récemment son pacte de souveraineté. Et ça, c'est un point très important parce que l'idée est de soutenir toutes les initiatives et les moyens pour effectivement obtenir au niveau européen une souveraineté et qui passe par exemple, c'était indiqué, par l'utilisation d'open source, donc de logiciels libres ou de moyens et de technologies libres pour essayer de s'exonérer de toutes ces contraintes extra-européennes. Justement, Louis Vildé, ce discours sur les logiciels libres, moi ça fait 30 ans que je l'entends. Concrètement, on les utilise ou pas dans les marchés, dans les entreprises? Alors, en fait, les logiciels libres, ils ont toujours existé. Ouais. La notion de libre, à l'époque, à mon époque, quand j'ai commencé, comme je dirais, c'était même ce qu'on appelait des librairies qui étaient inclus dans les logiciels. Donc ça a toujours existé. Pour une raison que j'ai du mal à comprendre, tous ces logiciels qui sont gratuits, finalement, qui sont ouverts, qui sont ouverts, qui sont utilisables, les grandes entreprises, elles n'ont pas utilisé parce que elles trouvaient que c'était peut-être il faut rendre hommage au marketing américain extrêmement efficace qui a expliqué que c'était mieux de payer une licence pour un produit fini que d'en avoir la clé. Moi, je reconnais non pas l'erreur française, mais je reconnais la formidable capacité de nos amis américains à faire un marketing remarquable en la matière. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on aurait dû l'utiliser. Je crois que le gouvernement a compris récemment que c'était une idée. C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard de bien faire. Jamais trop tard de bien faire. Athénaïs Oslati, donc l'actualité, c'est aussi le fait que Palantir, une entreprise américaine de renseignement qui travaille pour l'armée et l'enseignement américain, très lié aussi à Donald Trump, on a aussi le Premier ministre a annoncé que ce serait plus le partenaire de la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, que ce serait une autre entreprise, Chavvision. Est-ce que ça vous ouvre de portes du coup pour vos technologies? Alors ça ouvre pas mal de portes puisque Palantir c'est vraiment un système qui était très fermé, donc pour travailler avec le gouvernement français c'était un peu plus compliqué. Donc déjà c'est une bonne on a une bonne impulsion le fait qu'ils aient pris Chavvision. On va pouvoir s'insérer comme étant effectivement cette couche d'IA frugale beaucoup plus facilement. Ouais. Et dans ces cas-là, on est bien d'accord, il s'agirait d'une commande que vous passerez la DGSI ou le ministère de l'Intérieur. Exactement. Là, l'objectif, c'est de travailler avec eux sur des données bien particulières, puisque ils auront en interne toute l'infrastructure qui est faite et qui est conçue par des Français sur le sol français. Et donc, nous, on pourra apporter cette couche supplémentaire. Et vous savez travailler entre Français? Oui, on sait très bien même travailler. Vous entendez avec Chavvision on travaille très bien entre Français et c'est un peu ce qui avait été évoqué. Vous savez, quand c'est le sujet de l'open source qui est très important. L'open source, on l'utilise même en industrie, mais dans les laboratoires industriels. C'est-à-dire qu'ils vont jamais atteindre soit l'utilisateur final, soit le collaborateur en interne. Mais en fait, ça existait, ça a toujours existé. On a toujours travaillé ainsi dans les laboratoires avec de l'open source en prémisse pour ensuite essayer de s'approprier, de créer de la propriété intellectuelle. Et on l'a vu, juste pour l'anecdote, il y a eu en 2025 donc Donald Trump qui avait annoncé son plan à 500 milliards. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'investissement dans l'IA. 3 jours plus tard, DeepSeek arrive avec justement cette open source qui fait perdre, exactement, qui fait perdre plus de 600 milliards à Nvidia en l'espace de 4 heures. C'est pour montrer un peu la force de l'open source. Et à ce moment-là, les géants américains se sont rendus compte que l'open source c'était sûrement la clé pour être rentable et développer plus rapidement avec de meilleures performances. En tout cas, je vous remercie à tous les 4 d'avoir répondu à ces questions. Aux avant-postes, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France 24, sur nos podcasts et nos réseaux. Au revoir.